Bonjour, bienvenue dans l'Aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui on s'attaque à la bête noire du marketing, crainte par beaucoup de marketeurs, le SEO. Pour dompter la bête, j'ai reçu un super dresseur, c'est Jean Siapa, spécialiste du SEO depuis 2015, fondateur de l'agence Silgo Web qui est spécialisée dans le SEO et maintenant directeur associé de l'agence Silgo Web 636. Il va nous partager toutes les clés et une méthode claire et complète pour doubler ses concurrents dans les résultats de recherche. Alors, moi j'adore le programme, mais avant ça, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément pour décrocher de nouveaux partenariats et vous faire du contenu de toujours meilleure qualité. En parlant de partenariat, je remercie Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. C'est chez eux que nous filmons ce talk show. Allez, c'est parti, j'accueille Jean Siapa. Salut Jean. Bonjour Clément. Comment tu vas? Est-ce que tes vacances ont été reposantes? Très reposante. J'ai pu couper Internet, couper les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux pas vraiment, puisque les réseaux sociaux personnels carburaient, mais en tout cas, couper le pro et une vraie coupure, ça fait du bien. Ça fait du bien des fois, ouais. Bon, je suis ravi de t'accueillir sur Aftermarket pour cet épisode sur le SEO. Merci à toi. Toi, ça fait depuis très longtemps que tu es spécialisé dans le SEO, depuis 2015. Ouais. Tu avais déjà ton agence avant, et puis très récemment, tu as fusionné avec une autre agence toulousaine pour avoir une offre plus globale, donc avec l'agence 636. Maintenant, vous faites une agence web et communication. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, déjà te présenter, et puis nous raconter un petit peu la genèse de ton agence et comment tout ça a commencé? Alors, ça a commencé en 2013, lorsque j'ai démarré mes études à TBS, Toulouse Business School. Donc j'ai créé ma micro-entreprise, auto-entreprise, qui s'appelait InfoWeb Toulouse à l'époque. J'avais 18 ans. J'ai commencé à avoir mes premiers clients grâce à Le Bon Coin. Je ne sais pas si ça fonctionnerait toujours aujourd'hui. Okay. Donc je postais une annonce sur Le Bon Coin en disant jeune étudiant qui pour payer ses études et ses à côté crée des sites internet. Et j'ai eu beaucoup de demandes. Donc j'arrivais à sélectionner même mes clients. Après c'était vraiment pas cher. Je faisais des sites internet pour 600, 700 euros max. Okay. Et j'y passais, je comptais pas mes heures du tout. Mais je débutais et moi ça m'allait très bien de commencer comme ça. Depuis le collège, je commençais à créer des sites internet associatifs, le site internet pour le collège aussi. Enfin, j'ai fait. Ouais, t'as toujours été là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis dans l'entrepreneuriat et le web depuis le collège. Et puis mes parents sont entrepreneurs, mes grands-parents sont entrepreneurs. Rien à voir avec mon métier, ils comprennent toujours pas ce que je fais à l'heure actuelle. Mais en tout cas, j'ai eu la fibre entrepreneuriale depuis tout petit. Okay. Je me suis intéressé au web en fin de collège. Et puis j'ai créé donc InfoWeb Toulouse à 18 ans. J'ai développé petit à petit le business en m'entourant de freelance. Donc au départ, j'ai été tout seul entre 2013 et 2016. Donc j'ai été 3 ans seul, mais pas vraiment seul puisque j'avais d'autres freelances qui m'aidaient. Moi, c'était vraiment axé sur le web. Et puis j'avais des freelances en traduction, en design, en impression, puisque je voulais avoir une offre globale. Et c'est en 2015 qu'est né Silgo Web, puisque je voyais que l'entreprise grandissait et je me posais des questions, comment je pouvais aller plus loin, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux. Et le problème de travailler avec plusieurs freelances sur un même projet, c'est que lorsqu'il y a un retard sur le projet qui est dû à un freelance, le client en face, il vient voir l'entreprise, il s'en fiche que tu travailles avec 1, 2 ou 8 freelance. Lui, ce qui compte, c'est qu'il a fait appel à toi et il veut que toi, tu lui rendes le travail bien et dans les temps. Et quand tu travailles avec plusieurs acteurs, c'est parfois difficile la gestion de projet que quand tu as après une équipe en interne, et c'est le cas aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple au niveau de la gestion du projet et du cadrage. Et donc j'ai créé Silgo Web, j'ai intégré l'incubateur à TBS, donc TB Sites, et c'est ainsi que je me suis associé, puis j'ai recruté mon premier salarié, et petit à petit l'entreprise s'est développée.
j'ai eu de plus en plus de clients qui me posaient des questions par rapport au référencement. Et c'est là où on s'est dit, en fait, on n'est pas beaucoup positionné sur le référencement. Et je me suis lancé dans l'auto-apprentissage. Et puis ensuite, j'ai suivi des formations sur le référencement. C'est un domaine qui m'intéresse. Maintenant, je code très très peu. Puisque c'est véritablement le référencement surtout qui m'intéresse. Et tout ce qui va tourner autour du référencement. Voilà. D'accord. Et donc, après le Covid, en septembre donc 2019, on a fusionné avec l'agence 136, comme tu le disais tout à l'heure, pour avoir une offre plus globale, puisque donc Silgo Web, c'est création de site internet et référencement, référencement naturel, payant, et gain en visibilité sur les réseaux sociaux, notamment avec du community management externalisé. Et l'agence 136, elle est spécialisée en formation sur les réseaux sociaux. Et donc, naturellement, après une discussion, on a jugé très pertinent de fusionner. Et c'est en septembre 2020 qu'on a décidé de cette fusion qui a un succès. Et je suis très content aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, vous proposez une offre globale. On peut venir vous voir pour toute sa com et aussi son site internet, son référencement. C'est ça. Alors après, global sans être global, c'est-à-dire qu'on est quand même très spécialisé en référencement et réseaux sociaux. Ouais. Et ce qui tourne autour, donc le community management externalisé, la création de sites, mais on va pas faire de la publicité, on va pas faire de l'audiovisuel, enfin pas de la publicité traditionnelle, pas d'audiovisuel, pas d'impression. On s'entoure également de partenaires pour le netlinking, on évoquera peut-être le sujet tout à l'heure. Mais ça, c'est des choses qu'on externalise parce que on veut garder quand même nos domaines de référence qui sont les réseaux sociaux et le référencement et pas s'étaler parce qu'une agence qui se dit agence 360 et qui veut faire tout, souvent elles font pas grand-chose bien. Très bien. Ok, ouais, très clair. Bah écoute, aujourd'hui, le but de notre épisode, du coup, c'est qu'on donne une espèce de feuille de route, une espèce de chemin pour arriver à avoir du succès sur le SEO. Pour beaucoup de personnes, y compris moi, c'est pas forcément clair la chronologie et puis toutes les étapes qu'il faut faire pour arriver à doubler ses concurrents et arriver dans les premiers résultats sur les mots-clés qu'on vise. Donc c'est ça le but de cet épisode, c'est vraiment de donner ce chemin clair, cette méthode assez complète. Dans un premier temps, pour les personnes vraiment qui arriveraient sur cette vidéo et qui ont très très peu de base en SEO, j'aimerais bien que tu nous expliques en 3-4 phrases, tu vois, le principe du référencement Google, vraiment comment ça marche de façon très basique. Alors, le référencement, en anglais SEM, Search Engine Marketing, il y a 3 choses, il y a 3 volets. D'abord, le référencement naturel, organique, très souvent appelé faussement référencement gratuit. En réalité, il n'est pas gratuit parce que soit on paye une agence, soit on paye un freelance, soit on passe beaucoup de temps et ce temps qu'on passe là, on ne peut pas le consacrer à de la valeur ajoutée autre que le travail en SEO. Donc, quand on parle du référencement gratuit, en réalité, c'est un référencement organique ou naturel, ça veut dire la même chose. Dans le SEM, il y a aussi le SEA, référencement payant, Search Engine Advertising, et le SMO, Social Media Optimization, donc optimiser les réseaux sociaux et la visibilité sur ces réseaux sociaux pour gagner en performance. Donc le référencement, c'est ces 3 volets. Là, de ce que j'ai compris, on s'intéresse plus précisément au volet référencement naturel ou organique. Et sur ce volet-là, effectivement, il y a plusieurs phases. Et par quoi on commence ? Le mieux, c'est de commencer par un audit. Auditer son site internet, faire appel à des outils qui vont nous aider à détecter les erreurs au niveau du technique, au niveau contenu, et checker le netlinking également, pour savoir ce qu'on peut faire de mieux, et ensuite on trie tout ça par ordre de priorité, on applique les actions, et ensuite petit à petit on grimpe dans les résultats. D'accord. Donc pour toi, il faut d'abord commencer par une phase d'audit, avec des sites, j'imagine, que tu vas nous donner là maintenant. Oui, alors un audit, toujours pareil. Si vous voulez quelque chose de gratuit, ça va être possible, mais ça va être beaucoup moins précis qu'en utilisant des solutions payantes ou en faisant appel à un professionnel. Mais je vais donner les deux. Donc par exemple, pour auditer un site gratuitement, il y a des sites internet comme Alize ou Alize, je ne sais pas comment on le dit, qui vont donner déjà les premières bases. Et ensuite, en payant, nous, ce qu'on utilise, c'est par exemple SEMrush, qui est un outil payant qui nous fait des audits. Alors après, il faut faire attention parce que les audits, il y a toujours la partie automatique qui est détectée par les outils et après les vérifications manuelles.
Et généralement, c'est à ça que sert un professionnel. C'est en plus d'avoir ces vérifications et cette checklist sur SEMrush, avoir aussi des vérifications manuelles à côté pour vérifier certains points de l'audit parce que forcément la machine ne remplace pas l'homme. Il y a toujours des ajustements. Mais Elize, déjà en gratuit, fait déjà un bon boulot d'analyse. Et si on veut aller plus loin, il y a d'autres outils comme SEMrush, SERanking, Screaming Frog pour scanner les URL. Voilà, Ok, d'accord. Donc ces deux sites-là sont fiables et a priori on commence, on applique toutes les recommandations et là on a une bonne base pour commencer sa stratégie. Oui, c'est ça. Ok. Voilà. Les recommandations elles vont être classées par ordre de priorité souvent. Si c'est pas fait, il faut essayer de trouver un ordre de priorité pour classer ces actions-là. Donc généralement on commence par toutes les actions techniques. Et on corrige toutes les erreurs techniques, donc on travaille sur les balises, on travaille sur la vitesse du site. Si le site je sais pas, n'est pas sécurisé, en 2022 c'est plus possible, donc on obtient un certificat Let's Encrypt et on sécurise son site avec le protocole SSL et pour avoir le HTTPS. Ensuite, faut absolument s'assurer qu'il y a un sitemap, un fichier robot.txt, enfin plusieurs éléments techniques à s'assurer. Une fois qu'on a corrigé ces erreurs techniques, on travaille sur le contenu. Et une fois que son contenu est au top, alors il n'est jamais au top parce que si on a un blog, on peut continuer sans arrêt à publier pour attirer du trafic. Et ensuite, il y a le netlinking. Ok, bon, j'imagine que du coup, tout ce qui est sitemap, faire les robots, faire les fichiers robots.txt, là il y a des tutos et ces outils-là expliquent comment on fait, donc on va peut-être pas rentrer dans des détails aussi techniques que ça. Mais ok, donc on a suivi toutes les recommandations de Screaming Frog, de SEMrush et des autres. J'imagine que la première étape ensuite, ça va être la recherche de mots-clés, parce qu'il faut savoir sur quoi on veut ranker. Alors comment est-ce qu'on recherche du coup les opportunités de référencement, les mots-clés sur lesquels on veut aller et voilà. Sur quels critères en fait on les définit? Alors moi je dirais un outil qui est gratuit et qui est bien foutu, c'est Ubersuggest de Neil Patel. Là-dessus, on tape le nom d'un site concurrent, on regarde sur les mots-clés sur lesquels il est positionné et petit à petit, on peut regarder ça. On peut aussi s'inspirer de la prédiction Google. Donc, je sais pas, par exemple, si on est plombier, on va taper plombier sur Google et on va regarder dessous tous les autres résultats suggérés qu'il nous propose. On peut essayer de faire du long train aussi en regardant ce que les autres personnes recherchent. Donc si vous allez sur une page Google, tout en bas de la page Google, il y a les internautes recherchent aussi. Les recommandations. Et donc voilà les recommandations. Et donc on peut regarder aussi ce qui est aussi recherché en fonction du mot-clé principal qu'on a tapé. Les PA, People Also Ask, maintenant c'est dans les SERP, donc les SERP c'est les pages de résultats de moteurs de recherche. Dans les SERP on a des questions qui s'insèrent entre les résultats et plus on appuie sur les questions, plus il y a de nouvelles questions qui vont apparaître et défiler. Je sais pas si tu as déjà vu ça. J'avais jamais remarqué. Et donc en faisant ça, on peut voir ce que recherchent les internautes sur un premier mot-clé donné. Un outil donc, qui est gratuit et la version payante est vraiment pas chère, je crois que c'est 19 € par mois. Il y a Ubersuggest qui permet d'avoir des idées de mots-clés. Après nous on se sert aussi de SEMrush évidemment, mais là l'outil est payant. La version gratuite est limitée. En bon outil aussi qui est gratuit, que l'on peut utiliser lorsqu'on a un compte Google, c'est le planificateur des mots-clés sur Google Ads. Ah ouais. Donc là pareil, normalement c'est fait pour Google Ads, c'est pour enchérir sur des mots-clés. Mais là Google va nous donner le nombre de recherches mensuelles et évidemment le prix du mot-clé en fourchette haute et basse si on y enchérit dessus. Mais ça peut nous donner déjà un indicateur sur un mot-clé donné, avoir des idées d'autres mots-clés qui sont plus ou moins recherchés. Gratuitement avec Ubersuggest, on a un indice de concurrence sur le mot-clé, ça c'est pas mal, puisque en fait plus un mot-clé va être recherché, plus généralement il va avoir de concurrence, mais c'est pas toujours le cas. Idéalement, lorsqu'on veut se ranker sur un mot-clé, il faut quand même qu'il y ait des recherches.
Donc je dirais, je sais pas, au moins 500 recherches sur ce mot-clé, ça vaut le coup de travailler sur la page, et que l'indice de concurrence soit le plus bas possible. Ubersuggest, alors plein d'outils donnent des indices de concurrence, mais Ubersuggest le fait gratuitement. C'est entre 0 et 100 qu'il donne cet indice. Plus on s'approche de 100, plus le mot-clé va être concurrentiel et plus ce sera difficile de ranker dessus. Plus ça va prendre du temps et de l'énergie. Plus ça se rapproche de 0, ce score-là, plus il sera facile de se positionner sur un mot-clé donné. Et donc, lorsqu'il y a un volume qui est relativement élevé et une concurrence sur le mot-clé qui reste faible, avec un... Là, c'est intéressant. Là, ça va être intéressant de choisir ce mot-clé pour se ranker. Et puis ensuite, un outil qui est encore légal, c'est Google Search Console. Je dis ça parce que Google Analytics n'est plus légal aujourd'hui. Mais Google Search Console est encore légal et récupère tous les mots-clés sur lesquels vont atterrir les gens sur votre site. Voilà. Il va capter donc que les recherches qui passent par Google, pas les autres moteurs de recherche, mais Google, ça représente 92% des parts de marché en France sur les moteurs de recherche, donc on peut dire que c'est les principaux, et il va capter tous les résultats de recherche qui vont, donc les internautes vont taper un mot-clé, par exemple pizza Toulouse, ils vont aller sur le site de Tutti Pizza, et là, Tutti Pizza va voir que l'internaute a tapé pizza Toulouse pour atterrir sur son site internet. Ok. Voilà. Et donc là-dessus, on peut avoir aussi des mots-clés auxquels on n'a absolument pas pensé. Ensuite, on va checker, par exemple, sur Ubersuggest, tiens, par exemple, sur le mot-clé maté, il y a des gens qui ont tapé maté versus café. Donc on va faire un article, quel est l'avantage du maté par rapport au café, parler du mot-clé maté vs café et ranker sur ce mot-clé qui est très recherché. D'accord, ouais, ça permet d'identifier les opportunités. Ouais. Voilà, identifier les opportunités et nous donner des éléments à rechercher. Et sur le long trend, on peut aussi regarder sur Wikipédia par exemple, parce que Wikipédia c'est libre, et donc tout le monde peut écrire sur Wikipédia. Donc je sais pas, on fait du café, on va regarder sur l'article Wikipédia café, on va regarder dans le sommaire tout ce qui se dit à propos du café. Ouais. Et on va faire des articles sur ça. Enfin, il y a plein de techniques en fait ou aller sur les réseaux sociaux, taper le mot-clé café, regarder de quoi les gens parlent quand ils évoquent le café. Voilà, c'est plusieurs. Enfin, il y a des opportunités infinies, mais in fine, la chose la plus importante, c'est de choisir des mots-clés qui, au départ, ont un taux de concurrence qui est assez faible pour des visites qui sont quand même relativement significatives, puisque sinon on va faire du travail pas pour rien, parce que mais si on rank des mots-clés qui ont 1 ou 2 visites par mois et qu'on va passer 4 heures à rédiger un article là-dessus, c'est peu intéressant. Ok, d'accord. J'ai envie de te demander aussi, pour des personnes qui n'ont pas forcément un volume énorme ou qui sont sur des sujets un peu innovants. Par exemple, moi, avant, je travaillais dans le BTP, une start-up. Je travaillais dans une start-up qui s'adressait au BTP. Et du coup, en fait, on avait un produit qui n'était pas encore très démocratisé. Et donc, on n'avait pas des volumes de recherche énormes. Et puis même, c'était le sujet du BTP, donc il n'y avait pas beaucoup de trafic en ligne qui était généré sur ces requêtes-là. Et donc, très souvent, ce qui arrive quand on est sur ces sujets-là, c'est qu'en gros, on n'a pas assez de recherche pour avoir des données sur nos mots-clés. Est-ce que là, tu as des solutions pour quand même arriver à voir clair dans ce qu'on va faire et pas faire du travail pour rien ? Alors, par exemple, dans ton cas précis, je pense que la Google Search Console, même à partir du moment où il y a des faibles impressions, elle te ressort les mots-clés. Après, c'est dur d'identifier les internautes qui vont être derrière, mais l'avantage de la Search Console, c'est comme les données sont anonymisées, on ne sait pas qui est derrière, contrairement à Google Analytics par exemple, où là, ça va être peut-être un peu plus facile d'aller identifier la personne avec le tunnel de conversion, etc. Google Search Console va te donner des infos clés par rapport à ça, et l'essentiel quand on a peu de trafic, parce qu'on est dans un secteur très spécialisé, on travaille avec un client qui fait du bouchardage par exemple, ou du grenaillage, c'est des techniques de préparation de sol pour les routes avant de goudronner. Ce client-là, c'est un secteur vraiment très spécifique qui s'adresse principalement aux collectivités et à des acteurs B2B. Lui, son intérêt, ça va pas être de faire 5 000, 10 000 visiteurs par mois, ça va être d'attirer
les prospects sur des mots-clés très ciblés, parce que quelqu'un qui cherche du bouchardage ou du grenaillage, il sait exactement ce qu'il cherche. Oui. Et là, l'objectif, ça va être qu'il tombe sur notre client dès qu'il va taper ces mots-clés-là. Et donc, même si on n'a pas beaucoup de visites, même s'il n'a pas beaucoup de visites sur son site internet, c'est du trafic très si qualifié. le trafic est très ciblé et qu'on cible les mots-clés correctement, donc là, en fait, pour cibler les mots-clés, il faut connaître par cœur ses services, ses produits, et ensuite, sur le terrain, identifier ce que recherchent les gens, puis avec la Search Console, affiner, et puis ensuite, on va se positionner sur des mots-clés qui vont peut-être attirer 10, 20, 30 visiteurs par mois, mais qui vont être très qualifiés et aboutir à des demandes de devis. Ok, d'accord. Donc, si on résume, on choisit des mots-clés qui ont une difficulté entre 1 et 10, à peu près. Oui, on peut monter jusqu'à... Si on parle d'Ubersuggest, parce que chacun a des échelles de notation différentes, mais si on parle d'Ubersuggest, en dessous de 35, c'est bien. Voilà, en 35 et au-dessus de 500. Et au-dessus de 500, Sans recherche trafic. mensuelle. Ouais, voilà. Ok. Bon, mais c'est clair. C'est très clair. J'aimerais aussi, tu vois, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on va aller chercher, comment est-ce qu'on va organiser notre site pour finalement aller chercher ces mots-clés-là. Quel va être le rôle de chaque page finalement? Est-ce que notre home, elle est censée ranker sur notre mot-clé principal, ou est-ce qu'elle est censée ranker sur notre nom d'entreprise? Est-ce qu'on est censé faire des pages pour chaque service qu'on fait? Comment est-ce qu'on organise ça? Ok, alors là, il y a plusieurs questions en une. Je vais essayer d'y répondre. Tu me dis si j'ai oublié des choses. Alors la page d'accueil, c'est pas forcément la page principale, mais très souvent c'est la page que vous voulez qu'il rank le mieux, puisqu'elle va présenter l'ensemble de vos services, votre entreprise, et avec des liens qui vont renvoyer vers telle ou telle chose. Est-ce qu'elle doit ranker le nom de l'entreprise? Alors il est évident qu'une entreprise, lorsqu'on tape son nom, il faut qu'elle apparaisse en premier résultat sur Google, si ce n'est en termes de crédibilité. Lorsque on a un nom de domaine qui correspond à son nom d'entreprise, sans difficulté, on va réussir à ranker sa page d'accueil facilement sur son nom d'entreprise. Parfois, ça peut être plus compliqué, mais maintenant, Google, sur ce qu'on appelle l'exact match domaine, il va accorder beaucoup moins d'importance qu'il ne le faisait avant, voire presque plus du tout, voire plus du tout selon certains référenceurs. Donc l'exact match domaine, si vous êtes, je sais pas, un resto de burgers, vous allez vous appeler Meilleur Burger pour que les gens, quand ils tapent Meilleur Burger, ce soit vous qui ressortez en premier. Ou vous êtes un plombier avec des tarifs qui vont être bas, vous allez plombier-pas-cher.com. Exactement, avoir votre nom de domaine qui sera plombier-pas-cher.com, mais votre entreprise s'appellera plombier fils, j'en sais rien. Toujours. Et donc l'intérêt, enfin, pour moi, la chose primordiale, c'est vraiment de rank sa page d'accueil. Il faut qu'elle rank sur son nom d'entreprise. Ça, c'est obligatoire. Là-dessus, on intègre plusieurs fois quelques mots-clés avec son nom d'entreprise et ça passe généralement bien. Et ça, c'est pas la difficulté. Mais après, ça va être la question des autres pages. Donc, pour moi, sur la page d'accueil, il faut, au-delà du nom d'entreprise, essayer de ranker son mot-clé principal. Celui qui va, même si la concurrence en SEO va être très difficile, essayer de ranker son mot-clé principal pour une agence réseaux sociaux comme Agence 136. Le but va être, par exemple, d'être ranké numéro 1 lorsqu'on tape Agence réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Mais agence réseaux sociaux, la compétitivité va être très élevée, le trafic aussi très élevé, donc ça va prendre beaucoup de temps avant d'être ranké numéro 1, puisqu'il y a énormément de compétition là-dessus, de concurrence. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi en SEO, c'est qu'une page égale un mot-clé. On ne va pas, donc on est une agence réseaux sociaux, on va pas optimiser chaque page de son site internet, ou en tout cas même plusieurs pages de son site internet sur agence réseaux sociaux. Okay. On en optimise une pour agence réseaux sociaux, une autre pour agence social média, une autre pour ses services, par exemple programme ambassadeur réseaux sociaux, je sais pas, campagne d'influence, voilà, campagne d'influence, voilà, ce genre de mots-clés. Mais en tout cas, une page, elle doit être ciblée pour un mot-clé qui soit courte traîne ou longue traîne. Les mots-clés courte traîne, donc ce sont des mots-clés qui vont être courts, qui vont faire moins de 3 mots, puisque un mot-clé, très souvent, on pense à un seul mot. Je sais pas, climatiseur.
Oui, Ouais. climatiseur, c'est un mot-clé. Donc ça peut être une expression. Mais aussi. climatiseur portable ou installation climatiseur Toulouse, c'est aussi un mot-clé. Et donc quand il y a plus de 3 mots, c'est ce qu'on appelle des mots-clés longue traîne. Les mots-clés longue traîne, généralement, ils attirent moins de visiteurs, mais ils sont moins concurrentiels. Et plus on va être positionné sur des mots-clés longue traîne qui vont attirer 200, 300, 600 visiteurs, plus on va avoir de trafic sur son site internet. Voilà. Mais ça va être plus facile de se positionner sur des mots-clés longue traîne que courte traîne. Ok, d'accord. Donc on a notre page home qui est sur notre nom et sur notre Mot-clé expression principal. principale, voilà. Et puis ensuite des espèces de pages services qui vont ranker sur les différentes variantes de ce mot-clé-là. Voilà, et donc sur chacun des mots-clés, après, donc on optimise sa page. Et si le mot-clé est très concurrentiel, on fait ce qu'on appelle un cocon sémantique sur cette page. Donc le principe du cocon sémantique, c'est on va prendre, une page, on va reprendre l'exemple des climatiseurs. Si on a une page, on est une entreprise qui installe des climatisations. Et qu'on veut se référencer sur installation climatisation, mais que c'est pas son mot-clé principal. Son mot-clé principal, c'est, sur la home climatisation de Toulouse. Si on a un autre mot-clé sur une de ces pages qui est installation climatisation et qui a beaucoup de concurrence, il va falloir faire un cocon sémantique. Donc le mot-clé de la page, ça va être installation climatisation. On va regarder avec des outils, quels sont, lorsqu'on tape installation climatisation, les termes qui pourraient être liés à ça, créer d'autres pages autour de ces termes. Chacune de ces pages va renvoyer vers la page installation climatisation avec comme encre texte, donc en encre du lien installation climatisation. Donc plutôt que mettre comme lien et pour une installation en climatisation de point cliquer ici avec le lien sur cliquer ici, ça vaut rien en SEO, mettre le lien sur le terme installation climatisation. Ça c'est ce qu'on appelle l'encre, et donc l'encre du lien doit correspondre au mot-clé, et comme ça, ça permet à Google de savoir de quoi parle la page sur laquelle vers laquelle on renvoie. D'accord. Et donc créer ce cocon sémantique, ça va permettre d'améliorer la page mère avec des pages filles, et sur chacune des pages filles on va avoir des pages petites filles et ainsi de suite. Comme ça on centralise tout petit à petit sur la page principale, et Google se dit ah oui, si tout renvoie in fine vers cette page d'installation climatisation, c'est que ce terme là il doit être important pour le site internet, et donc il va renvoyer le trafic vers là. Ça marche, ok, d'accord. Ben justement, une page, comment est-ce que ça doit être construit? On a les basiques, le H1, le H2, le H3. Pour toi, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour ça que tu peux nous partager? Par exemple, je sais pas, j'ai beaucoup entendu que le premier mot de ton H1, ça doit être absolument ton mot-clé, des choses comme ça. Alors, le H1, H2, donc les titres, c'est quelque chose... d'essentiel, mais il n'y a pas que ça. Google classe un site, il y a à peu près 200 critères de référencement, en tout cas 200 critères de référencement connus. Il y en a encore davantage, mais on en connaît, je pourrais en citer 200. Sur les 200 critères, il y en a plusieurs pour l'optimisation d'une page. D'abord, avoir une URL, donc une adresse de la page qui est optimisée, donc qui soit relativement courte, qui insère le mot-clé, qui soit séparée par des tirets du 6, pas des tirets du 8, parce que les tirets du 8 peuvent se confondre avec la barre de soulignement lorsque le lien est souligné quand on l'insère dans un mail, dans une page. Voilà, et pas non plus tout coller, parce que Google peut avoir du mal à l'interpréter, même si maintenant il est suffisamment intelligent pour reconnaître plusieurs mots-clés lorsque les mots-clés sont collés, mais l'idée c'est aussi pour la lisibilité d'avoir des tirets du 6 qui séparent les différents mots-clés dans l'URL et qu'elles ne soient pas à rallonge. Donc on enlève les prépositions, par exemple le, la, des, etc., qui ne servent à rien, et on garde que les mots principaux, dont le mot-clé ciblé. Le titre H1 qui doit être le titre principal, effectivement il doit inclure le mot-clé. Alors après c'est pas forcément le premier mot, mais en tout cas il doit être idéalement en début du titre. Ce mot-clé on le répète dans l'introduction, donc l'introduction c'est les 100 premiers mots de la page. On le répète de manière naturelle, ça c'est très important aussi de pas répéter le mot-clé beaucoup trop souvent, parce que si Google se rend compte qu'on fait ce qu'on appelle du keyword stuffing. C'est ça, il va vous pénaliser. Il y a des algorithmes comme Panda par exemple qui check
si le contenu c'est un contenu qualitatif, s'il est bien construit, et donc Google n'aime pas du tout qu'on parle à Google, il veut qu'on parle à des êtres humains. Et donc, faut répéter son mot-clé, mais que ça reste de manière naturelle. Faut l'avoir dans l'URL, dans le titre, si possible au début du titre, dans les 100 premiers mots de l'introduction. Après, ne pas hésiter à utiliser des synonymes et un champ lexical étoffé. Parce que Google va être capable, notamment avec l'algorithme Panda, à faire le lien entre votre mot-clé et des mots-clés synonymes ou champ lexical. D'accord, dans les H2, dans les H3, on peut utiliser des synonymes plutôt que de toujours répéter le même mot-clé. Voilà, alors après, idéalement, on remet son mot-clé dans au moins un H2, mais ça sert à rien de le mettre dans tous ses titres. Voilà, Google, évidemment, considère en principal le H1, puis le H2, et ainsi de suite jusqu'au H6. Donc, idéalement, si on doit insérer son titre dans son mot-clé dans plusieurs titres, il faut commencer par le mettre dans le H1, puis ensuite dans le H2, et dans les autres, pas forcément remettre son mot-clé. Après, voilà. La longueur, souvent, c'est quelque chose qui revient. J'allais te demander combien est-ce qu'on met de mots, parce que tu vois, sur une page home, sur une page service, tu vas pas non plus écrire des pavés, ça se lit pas de toute façon. C'est ça. Donc, comment on fait là ? Donc, en termes de mots, plus ça va être long, plus ce sera considéré comme qualitatif, si c'est bien construit, si c'est bien rédigé. Donc, on peut, lorsqu'on ne veut pas checker manuellement ou avec des outils se dire on part sur une base de 1200 mots, et là on est quasiment sûr de faire mieux que les concurrents sur le mot-clé donné. Puisque les contenus sont généralement des contenus courts, mais si tu fais une page de 1200 mots et que ces 1200 mots sont bien construits, que ta page est bien construite, bien écrite, bien rédigée, là il y a toutes les chances que Google la valorise bien. Après, le nombre de mots, ça va dépendre de la concurrence sur le mot-clé. Il y a des outils comme SEO Quantum. SEO Quantum, il propose un essai de 7 jours gratuit, si je me souviens bien, et après ça va être payant. Mais déjà, vous pouvez commencer à tester l'outil sur 7 jours. Et donc, on va taper le mot-clé qu'on souhaite optimiser sur SEO Quantum, et SEO Quantum va vous dire, voilà, pour ce mot-clé-là, il faut écrire, donc la moyenne des mots-clés sur ce contenu, c'est X mots. Donc, en ajoutant un ratio de 10 à 20%, vous devez écrire minimum ça pour faire mieux que vos concurrents. Et après, il va vous donner aussi le nombre de fois qu'il faut répéter certains termes. Alors, c'est un outil automatique, donc il faut le prendre avec des pincettes, mais déjà, ça vous donne des premières indications. Et si tu veux te ranker sur un mot-clé donné, ça va te donner la longueur idéale sur ce mot-clé-là, avec des indications, donc le nombre de mots qu'il faut avoir, mais en plus, quels mots il faudra intégrer et que les concurrents intègrent dans leur contenu. Et sinon, de manière gratuite, c'est un peu fastidieux, mais ça marche très bien. On va taper le mot-clé dans Google, on va ouvrir les 10 premiers résultats, regarder pour chacun des résultats combien il y a de mots dans chacun des 10 premiers résultats sur ce mot-clé, et ensuite faire une moyenne. Cette moyenne, on l'augmente de 20%, ou 10% ça suffit, mais 20% c'est bien. Et ensuite, ça nous donnera le nombre de mots minimum que l'on doit rédiger pour ce mot-clé-là. Et ça, c'est la manière gratuite, mais qui est un peu plus fastidieuse que des outils comme SEO Quantum qui le font pour nous automatiquement. Ok, parfait. Voilà. Et ensuite avoir des liens sur son contenu. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Des liens internes qui permettent à Google, lorsque les robots scrollent le site internet, de renvoyer vers d'autres pages et donc de les mettre à jour et les réindexer. Mais également des liens externes qui renvoient vers d'autres contenus. Donc très important, les liens externes, on les renvoie vers un nouvel onglet pour ne pas perdre l'internaute, parce que comme un internaute il est très volatile, si tu le renvoies sur un autre site internet dans le même onglet, après il va presque oublier qu'il était sur ton site internet à la base. Et donc les liens externes, bien les renvoyer vers des nouveaux onglets, évidemment pas faire de liens externes vers ses concurrents, mais plus les liens externes vont être qualitatifs, plus ils vont renvoyer vers des sites qui sont reconnus par Google, donc des articles de journaux, Wikipédia, mieux Google va considérer la crédibilité de la page. D'accord, donc ça va dans les deux sens, ça. C'est ça. Ok. Ouais, exactement. Ok, très intéressant.
maintenant qu'on a bien fait notre page, elle va être bien référencée sur Google, mais il faut encore que les gens cliquent. Donc comment est-ce qu'on fait notre balise titre? Finalement, c'est la seule chose qu'on voit avant de cliquer sur notre site. Et notre balise méta, vu que c'est la deuxième chose, la petite description qui est en dessous de notre lien sur les résultats de recherche. Comment est-ce qu'on optimise ça pour avoir un maximum de chances d'être vu et d'être cliqué? Ouais, donc une fausse idée reçue, c'est qu'il faut absolument insérer ces mots-clés dans la balise title et dans la balise métadescription. Les balises title et métadescription ne servent à rien pour le ranking. Donc sur du SEO, ça sert à rien. Par contre, et là, c'est exactement ce que tu dis, ça va servir au clic. Donc plus ça va être attirant pour l'internaute, mais il ne faut pas non plus faire du clickbaiting et que ce soit trop aguicheur. Parce que vous ne devinerez jamais ce qu'il y a en bas de cette page. Voilà, exactement. Donc là c'est un peu trop et maintenant ça marche plus. Ça pouvait marcher avant, mais maintenant c'est plus très efficace. Mais si on attire l'internaute avec quelque chose qui va l'intéresser, donc pourquoi on dit d'y insérer son mot-clé dans la balise title et métadescription, c'est parce que très souvent, si on optimise le mot-clé sur la page, c'est le mot-clé vers lequel on veut renvoyer l'internaute. On veut renvoyer l'internaute sur son site grâce à ce mot-clé-là. Donc c'est pour ça qu'on cherche en plus ce mot-clé-là dans la métadescription, on cherche le mot en gras. Oui, quoi. C'est ça. Et donc si le mot en gras dans la title, dans la métadescription est optimisé, c'est le mot-clé de votre page, ça a tout son intérêt de le mettre dans la title et métadescription, même si ça ne sert pas pour le référencement. Et ensuite, il faut respecter un certain nombre de caractères, donc ça se calcule en pixels. Il y a des outils gratuits comme metatags.io qui permettent de checker la visibilité de sa balise, title et métadescription, mais aussi metatags.io, ça sert à tester les balises Open Graph sur les réseaux sociaux, parce que quand on partage un lien sur les réseaux sociaux, il va avoir une apparence avec une image, un titre et une description, parfois la description pas toujours, et Metatags va permettre d'optimiser ces balises-là. Et donc on va voir si c'est trop long ou pas assez long, si on peut rajouter des caractères ou pas. Et donc que ce soit assez catchy, ces titres et descriptions, idéalement qu'il y ait le mot-clé, mais c'est pas obligatoire. Et bien sûr que ce ne soit pas trop long pour pas qu'il y ait les 3 petits points à la fin, parce qu'on a moins de chances d'être cliqué. Et une donnée qui est très intéressante, c'est que lorsqu'on peut mettre une question dans la balise title, donc terminée par un point d'interrogation, on va avoir un CTR, donc un taux de clic qui va être 14% plus élevé, selon Neil Patel. Donc si on peut insérer une question, c'est intéressant de le faire, puisqu'on a un CTR de 14% plus élevé que sans question. Voilà. Et autre chose, les emojis. Souvent on a tendance à vouloir mettre des emojis, puisqu'avant ça fonctionnait beaucoup, mais maintenant Google les affiche de moins en moins. Ok. Voilà. C'est variable, des fois ils les affichent pas, des fois pas. Oui, exactement. Okay. Bon, très bien. Mais écoute, je te propose qu'on mette ça en application. Je t'ai préparé un petit jeu. Alors on va voir. Alors pour nos auditeurs, on va être très descriptif, mais pour ceux qui sont sur YouTube, vous verrez la même chose que nous. On va voir donc une sélection de résultats de recherche Google. Bon, alors là, on a le mot-clé agence immobilière, on a 3 résultats de recherche, donc ils sont pas dans l'ordre. Il faut que tu nous dises celui qui est le premier, il faut que tu nous dises celui qui est juste dans la première page. Sans être le premier du coup, mais qui est voilà. deuxième ou ailleurs. Deuxième ou dixième, je sais plus combien il y en a. Et celui qui est tombé dans là où on pourrait cacher encore la deuxième page des résultats de YouTube, de Google. Donc on a le premier qui nous dit agence immobilière Paris, Orpi Paris, donc voilà, c'est Orpi quoi. Maurice Immobilier, groupement d'agences immobilières pour le deuxième, et agence caractère, agence immobilière Paris. Alors on peut y aller un par un, parce que le but c'est aussi, c'est pas vraiment de trouver l'ordre, mais c'est plus de commenter un peu les pratiques des autres. Alors si on prend le premier résultat, on voit que c'est agence immobilière Paris, donc Orpi Paris. Donc déjà on est sous
un sous-domaine, pas un sous-domaine, mais plutôt la poursuite d'une URL après l'URL principale qui est donc www.orpi.com. On doit avoir un slash et sans doute, donc là on voit pas en entier, mais sans doute agence-immobilière-paris, je pense. C'est ça. Donc ça, je pense pas que ce soit en premier lorsqu'on tape agence immobilière, puisque là on va rentrer plus en détail sur Orpi Paris. Le titre est bien construit, hein, la balise title avec agence immobilière Paris et Orpi Paris, donc on identifie à la fois l'entreprise et à la fois ce que l'on recherche. Et là il y a une information de la localisation avec Paris. Donc la métadescription, les agences par ville du département de Paris, Parc Immo, agence acquérir, ADN Conseil. Alors la métadescription elle n'est pas du tout optimisée. Ouais, non, c'est vrai, ils ont vraiment juste listé leurs agences en fait. Ouais, leurs agences, effectivement, voire même leurs partenaires, peut-être, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ils n'ont pas du tout travaillé la métadescription. Donc je pense pas que ce résultat soit le premier. Okay. Ensuite, Maurice Immobilier, groupement d'agences immobilières. Donc là, on a encore agence immobilière au pluriel. Donc le titre est bien construit, encore une fois avec la marque et la caractéristique. On n'a pas Paris par contre là. On n'a pas Paris dans la métadescription. Dans la métadescription, on a Maurice Immobilier, c'est un groupe d'experts immobiliers à votre service pour acheter, vendre ou louer votre bien immobilier. Donc là, c'est plus clair. La métadescription n'est pas trop longue, on la comprend bien. La balise title, on la comprend bien aussi. Et je pense que celui-là, c'est peut-être le premier pour le coup. Après, la balise métadescription aurait peut-être pu être un petit peu rallongée. Et intégrer quelques caractères de plus. Bon, après, là, elle est synthétique et on comprend bien ce que c'est, donc on y est déjà. Et ensuite, l'agence Caractère, donc là, on est sur le domaine principal aussi, caractère.fr. C'est pas une page du site internet. La balise title est correcte, hein, donc agence Caractère, donc on identifie là encore la marque, et agence immobilière Paris. T'étais situé à Paris pour la recherche ou pas du tout? Ouais, le but c'est agence immobilière Paris. Ah, c'est ça la immobilière requête. Paris, d'accord, Ouais. ok. Il y avait Paris en plus. Donc ça change. T'as mis Paris en plus. Ok. Et donc là, on a Caractère et demeure encore aujourd'hui la première agence immobilière spécialisée sur les biens anciens à Paris. Et c'est 3 petits points, donc on imagine les 6 environs. Mais là, la métadescription, on la comprend bien, même si elle n'est pas optimisée, puisqu'ils n'ont pas respecté le nombre de pixels maximum. Certainement, ils ont certainement récupéré le premier paragraphe. Ou alors Google a récupéré le premier paragraphe. Ouais. Alors après, il faut savoir que Google ne prend pas toujours la métadescription en compte si elle est renseignée. C'est-à-dire que s'il juge pertinent de prendre un autre élément dans la page qui va mieux répondre à la recherche de l'internaute, à ce moment-là, il utilise cet élément-là plutôt que la métadescription qui a été renseignée. Ok, je savais pas ça. Mais la balise title, en général, Google prend celle qui a été renseignée, ou à défaut, la balise achat. Ok, bon alors qu'est-ce que tu penses comme classement? Alors l'exercice est assez difficile. C'est compliqué, sans savoir plus, mais si le mot-clé c'est agence immobilière Paris, j'aurais dit instinctivement que Orpi, en fait, Orpi c'est l'agence qui me parle le plus. Après, je suis pas parisien, donc peut-être qu'à Parisien les gens connaissent mieux Maurice Immobilier, mais Orpi, il y a des chances que ce soit le premier pour le coup, puisque on est sur agence immobilière Paris et que Orpi c'est quand même un grand groupe, donc je dirais Orpi en premier. Tu me donnes les réponses après ou Ouais, je te donne les réponses après. Ouais. Ensuite, j'aurais dit Maurice. Et ensuite, j'aurais dit Caractère. Ou alors, Maurice, Caractère et Orpi. Mais je pense qu'ils sont sans doute dans l'ordre. Ok. Donc c'est ça. C'est ça? Exactement. C'est ça. Donc le premier, c'est Orpi. Ensuite, Maurice Immobilier et Agence Caractère. C'était un piège et ils sont dans l'ordre. Ils sont dans l'ordre.
Le reste, ils sont pas dans l'ordre. Quand même, Voilà. j'ai mélangé. Donc là, ça prouve une chose, c'est que donc déjà la localisation a son importance parce qu'au départ, je pensais que c'était juste agence immobilière. Non, c'est Agence Immobilière Paris. Et comme c'est agence immobilière Paris, donc là, on a la localisation qui rentre en jeu et donc forcément, Orpi Paris, ils ont créé une page agence immobilière Paris, donc elle ressort mieux que les pages d'accueil générique qui doivent optimiser le mot-clé agence immobilière Paris. Ça prouve aussi que ça n'a pas d'importance pour le référencement d'avoir optimisé la balise title et la balise Ouais, parce que sinon Maurice serait pas parce que sinon, deuxième. c'est ça, Maurice serait probablement premier. Puisqu'il intègre... Et par contre, Maurice n'intègre pas du tout Paris, C'est ça. nulle part dans son... Mais à ce moment-là, Caractère serait devant Maurice. Puisqu'il intègre Paris à la fois dans la title et à la fois dans la métadescription. C'est ça, ouais. Voilà. Mais au clic, les internautes iront sur très probablement soit Orpi, soit Caractère, et pas Maurice Immobilier, sauf s'ils connaissent le nom, puisqu'on n'a pas du tout l'appellation Paris, alors que dans la requête, il y avait Paris, donc ce serait intéressant pour Maurice, d'autant plus qu'il reste des caractères dans la méta, d'intégrer Paris. Ouais. Oh, je te propose de passer à la deuxième, qui est un peu plus exotique. Ok. Enfin, exotique, si on peut dire. Donc, là, la requête, c'est canoë-kayak Dordogne. Ok. On est dans un autre mood. Très bien. Donc, le premier, on a canoë-kayak sur la Dordogne et la Vézère avec canoë-Eric. Voilà, très joli nom d'entreprise. Ensuite, canoë-Safred, canoë-kayak sur la Dordogne dans le Lot et la Corrèze. Et ensuite, canoë-kayak sur... Ah oui, d'accord. Et ensuite, canoë-kayak sur le Dordogne, canoë-kayak Pessac sur Dordogne. Voilà. On a ces trois résultats de recherche-là sur, je répète, canoë-kayak Dordogne, la requête. Et pareil, un en première position, un sur la première page, mais autre que la première position, Voilà. et un en deuxième page. Et un en deuxième page. Ok. Donc là, ce qu'on voit d'intéressant, c'est que déjà, ils intègrent des images. Donc Google, c'est une fonctionnalité de Google quand on renseigne des images qu'elles ont souvent en carré, en JPEG, il peut les intégrer comme il l'a fait là pour ces trois résultats-là. Et donc sur canoë kayak Dordogne, le mot-clé. Ouais. Donc on respecte bien en termes de caractères et de pixels les titles et métadescriptions sur le premier résultat et le troisième. Et non, en fait, sur tous respectent bien le nombre de pixels autorisés par Google sur l'affichage, puisqu'on a les trois petits points qui apparaissent nulle part. Il y a juste le dernier qui double en fait le mot-clé. Ouais. Canoë-kayak, il le met deux fois. Il le met deux fois, mais comme ce n'est pas un critère de référencement, encore une fois, ça va être vraiment... l'exercice est dur parce que sans aller sur les sites, on peut pas vraiment savoir, puisque véritablement, c'est les sites que Google priorise, et ça, c'est juste pour donner des indications aux internautes. Moi, j'aurais peut-être cliqué instinctivement sur le deuxième ou troisième d'abord. Mais si on regarde, profiter de balade à canoë, une demi-journée, journée ou randonnée de plusieurs jours, location kayak et canoë sur la Dordogne. Donc là, il cite Safarel, Lot, Corrèze. Le premier descente en canoë-kayak, en passant par OK. Donc là, délocalisation. Et ensuite, club de Pézalana, réouverture rando, mi-juin 2022, réservation canoë-kayak par SMS de préférence. Alors moi, le dernier résultat, il m'inspire pas trop. Okay. Enfin, en tout cas au clic. Et alors là, par contre, quelque chose qui va être regardé par Google, et je vais plutôt me baser sur ça, c'est les URL. Si c'est canoë, kayak, Dordogne, sur le second résultat, on a tous les mots-clés, canoë, kayak et Dordogne. Ouais. Donc pour moi, le second résultat, ça va être le premier résultat, ça va être le premier. Ok. Et ensuite, on a canoë Périgord et canoë, alors je vois pas de loin, Canoë. FJEP, c'est ça ? Oui, JEP, ouais, un truc comme ça. FJEP, je pense. Donc là, on a juste la requête canoë, ni la requête kayak, ni la requête Dordogne. Et ensuite,
Peut-être qu'il affiche en second résultat le second, puisque ça évoque beaucoup la Dordogne. Donc j'imagine qu'ils ont fait un travail sur leur site internet pour parler de la Dordogne. Et ils font de la location de canoë-kayak. Donc j'imagine que sur leur page d'accueil, puisque là c'est un lien vers leur page d'accueil, ils doivent beaucoup parler de ça. Donc je dirais en premier celui qu'on voit en second sur l'écran. Après sur la première page, le canoë-kayak sur le Dordogne, donc troisième qu'on voit sur l'écran. Et ensuite sur la deuxième page, le premier à l'écran. Ok. Donc deuxième, troisième et premier, c'est ça ? J'aurais dit ça. Ok, donc je me suis pas trompé sur le 2. Ouais. Ce qui paraît logique, hein, puisque là typiquement, canoë-kayak Dordogne, c'est l'URL de la page d'accueil. Donc c'est comme les marques qui se référencent en premier sur leur nom, et donc là, eux s'appellent comme ça, donc ils doivent le répéter plusieurs fois sur le site internet. Donc ça me paraît logique. Et donc même si l'exact match domaine est peu ou plus pris en compte par Google, ça joue quand même après sur le reste. Et après, donc ok pour le reste des résultats. Donc c'est le deuxième, puis le premier, et ensuite le troisième. Et le troisième, la métadescription est bien pourrie. Ouais. Et gagnerait à être optimisé. Pareil pour la title, certes. Elle répète pas mal les mots-clés, mais ouais. Elle est longue et elle donne pas envie de cliquer dessus. Ben ouais, non, ça fait un peu doublon, quoi, en fait. Très bien. Mais écoute, je t'ai pas trop trompé, franchement, jusqu'à ici. C'était pas exercice évident. Difficile. Hein. Ouais. Sans voir les sites, ni les URL en entier, exercice. Écoute, bah, c'était quand même rigolo. Ouais. Voilà. Tu t'en es bien sorti. Du coup, je te propose qu'on parle des backlinks assez rapidement. On a bien parlé du reste, donc il ne nous reste pas énormément de temps pour parler de ça. Mais que tu nous donnes rapidement quelques clés pour commencer sa stratégie de backlink. À quoi ça sert et comment on fait ? Alors là encore, deux options. La gratuite et... Enfin, la gratuite. Toujours. Celle qui va prendre du temps mais qui va être moins chère, et celle qui va prendre moins de temps mais qui va être plus chère. Et souvent plus efficace. Bien que pas toujours. La première méthode, ça va être... merci. La première méthode que je vais évoquer, c'est sans passer par des acteurs et en le faisant soi-même. Donc ça, c'est surtout valable lorsqu'on a des produits. On cible des influenceurs, essentiellement des blogueurs, mais on peut aussi passer par les réseaux sociaux. Mais les blogueurs, ça aura plus d'impact puisque le lien perdurera dans le temps. On cible des influenceurs qui ont des blogs, idéalement des blogs qui sont visités. On peut checker le nombre de visites sur par exemple SimilarWeb. SimilarWeb va donner les indications du nombre de visites sur un site donné. Donc plus un site internet va avoir de visites, en général plus il est mieux considéré aux yeux de Google. On peut tester aussi avec des outils comme Majestic ou Ahref la popularité des sites internet en termes de liens. Et donc on va envoyer ces produits gratuitement à ces influenceurs. Donc par exemple, vous êtes dans le culinaire à Toulouse, vous allez l'envoyer à Michel Saran pour qu'il en parle sur son site web, dans sa newsletter, sur ses réseaux sociaux. Okay. Il fera que s'il aime bien votre produit. Donc il faut vraiment là cibler les personnes qui sont susceptibles d'aimer votre produit et qui rentrent dans dont leur ligne éditoriale correspond à celle de votre produit. Okay. Vous leur envoyez gratuitement des échantillons ou certains de vos produits, et là, s'ils sont satisfaits, ils publieront des posts, des billets sur les réseaux sociaux, et ça vous fera des liens gratuits. Donc ça, c'est une technique qui marche bien et qui est très efficace, et en général, les influenceurs jouent le jeu. Ensuite, mais ça prend du temps, et ça coûte un petit peu, mais beaucoup moins cher que la seconde que je vais vous donner, où nous on l'applique avec plusieurs de nos clients. On est en lien avec GetFluence, qui est un acteur toulousain qui référence un de ses plus gros concurrents français, c'est Rocket Links. Nous on travaille principalement avec des acteurs toulousains, donc c'est pour ça qu'on a choisi GetFluence, et ils sont très bien. Donc eux ont dans leur base de données plein de blogueurs et médias qui vont être référencés.
On va regarder sur un mot-clé donné les personnes, enfin les médias, les acteurs, les sites qui parlent de ces mots-clés-là. Et ensuite, on va identifier les sites qui nous intéressent. Et soit, donc 2 options, soit c'est du publié rédactionnel, soit on va rédiger pour l'acteur, soit c'est l'acteur qui décide de rédiger lui en interne parce qu'il veut conserver bien comme il faut sa ligne éditoriale. Mais là, on va payer. En fonction de la popularité du site, ça peut aller de 100, une 500, centaine d'euros à des milliers d'euros. Ok. Si vous voulez être présent sur Le Monde en public rédactionnel, ça vous coûte plusieurs milliers d'euros. Si vous voulez être présent sur un petit site qui va générer 3000, 5000, 10 000 visites par mois, ça va vous coûter plus dans les 100, 200 euros. Après, donc c'est des liens qui restent tant que le site perdure. Et toi, tu fais plus plein de petits articles à 100 euros ou tu vas faire un gros où tu mixes un petit peu les deux? Je mixe les deux et c'est la meilleure stratégie. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire plusieurs petits et quelques gros. Ok. Alors, très vite, une stratégie de backlink, ça peut monter très cher quand on fait ça. Si on veut avoir une stratégie de backlink efficace, il faut compter à minima entre 10 et 20 000 euros par an. Ok. Et ensuite, ce budget-là, on s'en sert pour la rédaction et ensuite, bien évidemment, payer les acteurs. Et en tant qu'agence, on a très peu de marge sur le netlinking, puisque ce qui va nous servir de valeur ajoutée, c'est le rédactionnel. Quand on a quelqu'un qui rédige au sein de l'agence, c'est notre cas. Mais très souvent, surtout sur les gros acteurs, ils veulent avoir la main sur la rédaction. Ouais, Et voilà. Et donc, donc déjà que les tarifs sont relativement élevés, surtout pour des gros acteurs, on va marger très peu dessus pour pas que ça impacte trop le client derrière. Voilà. Mais ce sont 2 techniques. Soit, surtout, ça marche lorsqu'on a des produits, on envoie des produits, des coupons, des échantillons à des influenceurs qui, lorsqu'ils sont contents, parlent Ouais, de il faut nous. qu'ils aient un site, qu'ils aient une newsletter, qu'ils aient quelque chose Voilà. autre que leurs réseaux sociaux, quoi. Alors voilà, leurs réseaux sociaux, ça va servir, mais de manière très ponctuelle. Ouais. S'ils ont une newsletter, ça va être déjà un tout petit peu plus efficace, surtout si elle est lue et qu'il y a un taux d'ouverture et de clics qui va être important. Et ça va être véritablement ce qui est le plus intéressant, c'est le blog, puisque là, il publie un article qui reste avec un lien. Il faut s'assurer que le lien n'ait pas de balise nofollow, puisque sinon Google ne prend pas en considération. Et quand vous payez l'acteur, là, jamais la balise ne sera en nofollow. Bah d'ailleurs, Twitter a passé ses balises en dofollow, enfin enlevé le nofollow il n'y a pas longtemps. Enfin, alors, ils n'ont absolument pas communiqué dessus. Et ils n'ont fait aucune annonce officielle à ma connaissance, et toute la communauté SEO était sur Twitter en tout cas, ils étaient affolés. J'avoue, je fais de la veille en SEO et j'ai pas suivi cette info, mais c'est peut-être qu'ils l'ont remis depuis, mais c'était il y a 2 semaines. Ah, c'était il y a 2 semaines. Ok, j'irai voir ça, c'est intéressant. Voilà. Oui, parce que pour le coup, Twitter, c'est un acteur sur lequel il serait intéressant de mettre ses liens. Lorsqu'on publie un nouvel article de blog, nous venons de publier un nouvel article de blog et pour sûr, Google donne de l'importance à Twitter dans ses algorithmes. Ça, j'en ai parlé dans la Gazette du Market il y a 2 semaines, du coup, ma newsletter sur les actualités et du market et de la com. Donc, vous pouvez aller dans la description si jamais vous voulez vous inscrire. Le petit plug. Cool. Ça m'avait intéressé parce que je me disais... putain, mais en fait, tu vas pouvoir faire du business. Si tu as un gros compte qui est très visité, tu vas pouvoir faire du business en monétisant en fait ton lien de bio. Ah oui. Ah, même les liens de bio, pas que des tweets. Les bios, les DM, en fait, ils ont enlevé tous les adjectifs nofollow. Ah, oui, d'accord. Quasiment tous, je sais pas. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir le dofollow, hein, ça c'est quelque chose à préciser. Voilà. Quand il n'y a pas de nofollow, automatiquement Google va le considérer. Alors oui, parce qu'un lien, un attribut nofollow, ça dit au robot de Google, ne suit pas ce lien, et donc en fait, l'autorité d'un site A ne passe pas vers le site B. S'il y a cet attribut, c'est comme un stop en fait, et si jamais on enlève ce stop, eh bien l'autorité du site A coule vers le site B, coupé par le nombre de liens qu'il y a dans la page, si je me souviens bien du SEO Juice, des basiques que j'ai pu lire. C'est ça. Ok. Plus il y a de liens dans la page, ça aussi c'est important de ne pas mettre trop de liens dans sa page, parce que plus il y a de liens dans sa page,
plus le jus de lien est dilué, le link juice, et moins les liens ont de l'importance. Donc il vaut mieux avoir, ou alors si on veut mettre plusieurs liens dans sa page, on en met un qu'on laisse follow et les autres on les met en no-follow pour que le link juice ne soit attribué qu'aux liens en follow. Ok. Il y a un autre sujet que j'avais pas prévu mais dont j'ai envie de parler maintenant. Tant pis, cet épisode va être un peu long. Mais vous avez les chapitres, vous pouvez appuyer sur la petite flèche juste à côté du timer et vous avez les chapitres et vous pouvez faire avancer. Ouais, vous avez tous les timecodes qui sont renseignés si jamais. Est-ce que tu as pratiqué pour les clients la technique du side project? Ça, je l'ai vu plein de fois et à chaque fois, ça m'épate. Les gens qui font en fait des sites qui vont être hyper repris par la presse. Par exemple, il y avait une startup il n'y a pas longtemps qui a publié sur Product Hunt, donc un site d'actualité et d'outils startup, on va dire. Ils ont publié une annonce en mode on achète un panneau publicitaire sur Times Square et on vous met dessus gratuitement. Vous avez juste à venir sur notre site et remplir votre mail et mettre votre logo. Mais donc ils affichaient plein de logos. Ils ont acheté un panneau publicitaire sur Times Square pour mettre les logos des gens qui avaient envie. Aussi, Et donc ils avaient un petit site sur lequel tu mettais ton adresse email. Et en effet, ils ont publié sur Twitter. Derrière, ils ont vraiment acheté le panneau publicitaire. Voilà. Oui, ça a fait un gros coup market pour la marque. Et en fait, tout le monde en a parlé et ça a été hyper visité du coup et il y a eu plein de backlinks sur ce site-là. Et il y avait un petit lien vers leur... il y avait un petit lien en haut vers leur site. Et en fait, ces gens-là font une solution d'emailing targetée pour les startups. Donc de 1, ils ont récupéré l'autorité de ce site-là qu'ils ont créé eux-mêmes. Et donc il y avait acquis plein de backlinks. Donc eux, ils se sont récupérés le jus SEO pour eux. Donc ça a augmenté leur référencement. Et de 2, ils ont récupéré plein de data qualifiées de startups à qui ils peuvent vendre leur service d'emailing. Donc j'ai trouvé ça génial quand j'ai vu ça. Je ne l'ai pas cru au début. Je me suis dit, mais attends, mais quel intérêt ils ont fait quand ils ont à payer un truc. Bon, bref. Est-ce que vous faites des stratégies un peu comme ça ou pas trop? Parce que c'est quand même difficile à contrôler au niveau ROI, quoi. Ouais, alors non, on n'a jamais fait de stratégie de ce type. Par contre, il y a plein d'exemples comme ça où par exemple, alors ça date un peu, en 2017, Marine Le Pen avait fait un site de campagne qui s'appelait Marine 2017. Forcément, les sites de campagne, après, au bout d'un an, ça se dilue, mais forcément, il y a énormément de médias qui vont relayer les informations de tous les sites de campagne, de tous les candidats. L'équipe de campagne n'a pas du tout pensé à renouveler le nom de domaine. Le nom de domaine, au bout de 30 jours sans renouvellement, il revient dans le domaine public. Quelqu'un l'a acheté pour vendre, alors je sais plus ce que c'était, mais il faisait de l'affiliation Amazon sur des produits. Il s'est récupéré tout le jus énormément important qui renvoyait vers ce site internet-là. Il mettait en mention légale, ce site n'est en aucun cas affilié à Marine Le Pen, ni politisé. Mais par contre, ça a été colossal après. Il se référençait sur des termes très concurrentiels sur ce qu'il vendait sur son site internet. Et à chaque vente Amazon, il se remportait des commissions. Et quasiment gratuitement, puisque après, en faisant ça, il n'a pas de SAV, il a rien, puisque c'est Amazon qui gère tout. Lui, il se récupère juste les commissions. Commissions qui d'ailleurs peuvent être très importantes, puisque quand on vend des chaussures, c'est 10 ou 12% qui est reversé, je crois, sur la mode et l'habillement. Après, sur les produits high-tech, c'est juste entre 1 et 3%. Mais je me rappelle plus ce qu'il vendait, mais en tout cas, il s'est fait... il a bénéficié de l'autorité. Il s'est fait beaucoup d'argent en bénéficiant de l'autorité d'un domaine expiré qui avait énormément de jus vers lui. Donc il y a des coups comme ça à faire. Et des exemples, il y en a plein de ce type-là. Mais nous, de notre côté, on n'a jamais fait de stratégie qui se démarque. C'est normal, c'est un peu compliqué niveau ROI derrière de justifier ça quand tu as une agence, quand tu as encore une team en interne. Bon, ça peut passer, mais bon, voilà. Mais comme quoi, le SEO, ça peut sembler un domaine finalement très carré où tu dois suivre des règles, mais il y a moyen quand même d'être créatif et de faire des jolis coups en utilisant sa créativité.
On est à 1h10 d'interview. J'ai envie. Bon, alors on n'a plus tout le temps, mais j'ai quand même envie qu'on dise 3 mots sur comment suivre son progrès en SEO, parce que c'est très important pour moi. Il faut savoir comment est-ce qu'on avance sur cette vingtaine de mots-clés finalement qu'on a sélectionnés. T'as des outils pour ça, toi ? Oui, alors encore une fois, SEMrush qu'on utilise beaucoup, avec également SI Ranking qui est très bien positionné là-dessus. SI Ranking SE Ranking. Okay. SI Ranking, donc le terme anglais, mais SE Ranking. Voilà. Et donc c'est payant. Peut-être qu'il y a une version d'essai. Et on peut suivre autant de mots-clés qu'on veut, donc selon son abonnement, et regarder jour après jour comment ces mots-clés rankent, suivre aussi ses concurrents, parce que c'est super important de savoir comment les concurrents rankent sur les mêmes mots-clés. Voilà, donc ça nous donne, si on prend un SI Ranking qui est moins cher que SEMrush, ça va vous donner le mot-clé, le nombre de visites mensuelles et le rank sur le mot-clé. Donc on peut suivre ça comme ça. Après, ça nous donne aussi une analyse concurrentielle. Alors je crois que c'est jusqu'à 5 concurrents. Et voilà, donc nous on utilise principalement SEMrush pour ça, mais également SI Ranking qui pour nos clients est moins cher, et si c'est simplement pour le suivi, et il fait des audits aussi qui sont pas trop mal, qui sont assez efficaces, et c'est moins cher que SEMrush. Ok, d'accord. Donc voilà pour le suivi. Après, vous pouvez aussi passer par une agence comme SilgoWeb pour comme par hasard. Non, bien sûr. Écoute, on peut passer par une agence. Après, peut-être qu'il y a aussi des gens qui vont vouloir faire ça eux-mêmes. Et du coup, pour ça, il va falloir que, outre l'aftermarket, il va falloir qu'ils regardent aussi d'autres sources de contenu pour apprendre. Et donc, j'ai une question pour toi, qui est si quelqu'un est en voyage au Mexique, qui se fait kidnapper par des Mexicains, qui veulent l'enfermer dans un cachot, jusqu'à ce que eux soient référencés premiers sur Droga Mexica. Et par contre, il a le droit qu'à une seule ressource à amener dans son cachot. Il peut imprimer qu'un seul site ou avoir qu'un seul bouquin. Okay. Il doit choisir lequel. Les ressources en ligne de Neil Patel s'il parle anglais. Ok. Et s'il parle pas anglais ? S'il parle pas anglais, il y a un blog qui est très bien sur le SEO français, qui est tenu par Olivier Andrieux, qui s'appelle Abondance. Et où il y a tout ce qu'il veut dessus. Et Olivier Andrieux propose des formations en ligne avec des vidéos même gratuites pour se référencer. Il a publié un livre qui, si je me souviens bien, s'appelle La Bible du SEO, et qui est très bien pour ceux qui débutent dans le SEO avec tout dedans, et même ceux qui débutent pas, on apprend toujours des choses en lisant ce bouquin. Donc voilà, si c'est un bouquin en français, je dirais La Bible du SEO de Olivier Andrieux, et ses ressources en ligne avec son blog Abondance, et sinon côté anglais, Neil Patel, sans aucun doute. Bon, avec ça, il devrait en sortir. J'espère pour lui. On verra bien. Très bien. On a bien parlé d'outils dans cet épisode. Est-ce qu'il y en a que tu veux rajouter que tu n'as pas mentionné précédemment ? Non, après, en SEO, il y a toujours plein d'outils qu'on peut utiliser. En gratuit, il y a SEO Hero Ninja pour connaître sa véritable position sur différentes data centers de Google sur un mot-clé donné avec une URL donnée. Screaming Frog, on en a parlé. Elize pour des audits gratuits, on en a parlé. SEMrush, qui pour moi est le top du top parce que ça va gérer tous les pans du marketing digital. SI Ranking. Voilà, Majestic, Ahref pour les liens. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des plus gros outils. On a parlé aussi de SEO Quantum pour le côté contenu. Voilà, et après, côté netlinking, donc en plus de Majestic et SEMrush, on peut passer par des agences comme Rocketlinks ou Getfluence qui référencent énormément de médias pour réussir son netlinking et toucher des acteurs que si nous on les contacte en direct, ce serait plus long et plus difficile. Ouais, très bien. Peut-être avoir des prix aussi parce qu'ils ont négocié. Oui, exactement. Très bien. Bon, mais Ying, on va finir par une question que je pose à toutes les personnes qui viennent s'asseoir sur ce canapé. C'est si tu devais plutôt inviter une personne sur ce talk show, qui est-ce que tu inviterais ? Peut-être à Toulouse ou ailleurs.
Bon, ailleurs, ce serait Naïl Patel, j'aimerais vraiment le rencontrer, ou Olivier Andrieux d'ailleurs, en restant français. Et sinon, côté Toulouse, mes associés, Laetitia, Virginie, Ludovic et Hugo, qui sont à mes côtés tous les jours. Et si je dois choisir une personne qui est externe, enfin plus externe à mon entreprise, quelqu'un qui pourrait t'intéresser sur tes talk shows, ce serait peut-être Pauline Sarda, qui est une boss sur LinkedIn. Elle est dans le top 100 des influenceuses LinkedIn France. Et elle travaille dans le même espace de travail que moi, à Étincelle Coworking à Toulouse. Et c'est quelqu'un qui réussit dans l'entrepreneuriat et qui performe énormément sur LinkedIn. Eh ben, écoute, je vais envoyer des messages à tous ces gens et à Pauline Sarda du coup. Ça m'intéresse énormément LinkedIn, j'ai très envie de faire un épisode dessus, donc au top. On va faire ça très rapidement. Très bien. Bon bah écoute Jean, je te remercie beaucoup d'être venu et surtout d'avoir été aussi généreux en information. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant la fin ? Non, rien à rajouter à part à te remercier pour l'invitation. Eh ben, de rien. De rien, ça me fait plaisir. Je propose de chiner à l'aftermarket. À l'aftermarket. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Jean Siapa. Maintenant, vous avez toutes les clés pour doubler vos concurrents dans les résultats de recherche. Alors, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au talk show, donc que ce soit sur Spotify, sur Apple Music ou là où vous l'écoutez, sur YouTube. Ça nous aide énormément pour le référencement de une, mais aussi pour décrocher de nouveaux partenariats. N'hésitez pas à suivre le lien dans la description. Vous aurez tous les liens, toutes les ressources, tous les outils et toutes les personnes qu'on a mentionnées qui seront liés du coup aussi. C'était Clément SSB, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.